Tous, chers toutes, bienvenue dans Débriefing. C'est le rendez-vous des questions qui agite le débat public. Ce soir, gros plan sur le processus électoral. Enrhumé ou grippé, c'est selon. Il y a des élections à organiser, mais on ne sait pas quand. C'est la grande inconnue. Et pas de calendrier électoral, pas d'argent frais non plus, venant de la communauté internationale. Or, ce que paye le gouvernement ne suffit pas. Que faire? C'est la question à 1000 francs congolais. On fera une incursion au MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba. Comment le parti a-t-il encaissé le coup après le verdict de la CPI il y a 10 jours environ? Quels ont été les premiers mots de Jean-Pierre Bemba après cette audience où il a su qu'il restait en prison? Qu'a-t-il dit à ses proches, familles, collaborateurs? Jean-Jacques Mamba, il est le porte-parole du parti, il était aux premières loges, il va tout nous dire, il va nous dire comment le MLC envisage son avenir, son chairman. Jean-Jacques Mamba, bonsoir. Bonsoir madame. On verra, les élections en Afrique, elles se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le Bénin, Boni Aïe, passera le témoin au début du mois d'avril à Patrice Talon. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso est contesté, son 3e mandat est boudé par les opposants. Le Niger, scénario similaire. Au Tchad, Idriss Déby va rempiler pour un 5e mandat. Mais tout d'abord, le débat fait rage sur la vacance de pouvoir à la tête du pays. À la majorité, on répond qu'il n'y a pas de vide juridique, ni constitutionnel, ni vacance de pouvoir. Je cite là à Maître Nkoulou. Et vous y répondez quoi? Mais écoutez, vous savez, c'est une bataille de juristes. Moi, je ne le suis pas, donc je vais m'atteler sur les faits. Vous savez, notre Constitution n'a pas prévu que lorsqu'un président de la République se trouve dans l'incapacité, en dehors de tout cas de force majeure, c'est-à-dire dans l'incapacité d'organiser des élections, et ici on va même appeler ça de la mauvaise foi, il n'est pas permis dans cette Constitution que le président reste en place par non-organisation des élections. Parce que lorsqu'on parle de rester en place, on parle de rester en place jusqu'à l'installation d'un président qui est élu. Malheureusement, les délais, malheureusement pour le président de la République actuelle, les délais de l'élection de ce président sont bien prévus. Donc si 90 jours avant le corps électoral est convoqué et que le président de la République ne le convoque pas, il ne va pas, parce que lui ne veut pas quitter le pouvoir, dire mais écoutez, on attend les élections et faire 2-3 ans sans les organiser. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il a organisé lui-même la non-élection ou la non-organisation des élections, de manière à se prévaloir de ses propres turpitudes, comme c'est le cas avec les sénateurs et ainsi de suite. Mais ce que je dis, parlant des faits, parce que je ne suis pas juriste, s'il a un minimum de sens de dignité, il ferait comme le président haïtien, il va quitter le pouvoir. Ça veut dire que le président haïtien a été incapable, parce que c'était sa responsabilité de respecter et de faire respecter la Constitution. Si le président Kabila n'est pas capable, et d'ailleurs il ne l'est pas, eh bien, en ce moment-là, il pourra, pour la quiétude sociale, pour qu'il y ait une décrispation de l'ambiance politique, déposer, après 10 ans, je pense qu'il mérite un bon repos, et ça sera avec tous les honneurs. Imaginons qu'il parte, il serait remplacé par qui? Mais écoutez, on va suivre les textes. Normalement, le cas de figure, il y a un gros problème parce que c'est le président du Sénat qui devrait le remplacer, mais le même président du Sénat est lui-même, entre guillemets, hors mandat, donc on ne va pas... il y aura certainement des gymnastiques politiques, mais le plus important, c'est que nous responsabilisions le chef de l'État et son équipe, et la seule manière de les sanctionner, c'est de ne pas leur permettre de continuer à gérer une chose qu'ils n'ont pas pu gérer pendant 10 ans. Et d'abord, notre problème, notre focus, effectivement, comme c'est un délai qui est verrouillé, la politique trouvera un compromis pour cette période-là, mais il faut que le président de la République, au terme de son mandat, puisse déposer, et la République se prendra en charge, nul n'est indispensable. Ah oui. Vous n'avez toujours pas répondu à la question. Le président du Sénat, vous l'avez souligné, est dans l'incapacité de le remplacer à la tête du pays, lui-même dirigeant une institution caduque. Que va-t-il arriver? Je n'ai pas répondu à la question parce que je n'ai pas la prétention de vous dire qui va remplacer. Je dis qu'il faut en ce moment-là que la classe politique, et notamment nos juristes, peut-être la Cour constitutionnelle, puissent voir dans quelle mesure on peut trouver un palliatif. Mais une chose est certaine, c'est que M. Kabila, qui est l'auteur, nous disons qu'il est l'auteur, et on peut même dire que c'est de la haute trahison, parce que ça fait quand même 5 ans qu'il avait la possibilité d'organiser d'année en année mettre des provisions de côté ou instruire son gouvernement de le faire pour que nous ayons des élections. Il ne l'a pas fait, nous disons sciemment, parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont été financés qui émargent des lignes budgétaires. Vous avez les immeubles intelligents, vous avez des jeeps qui sont offerts aux joueurs. On vous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais vous voyez que l'argent de l'État est dépensé sans parcimonie aucune. Donc, il est le responsable et nous disons, comme c'est la tête qui a organisé, ou c'est de par la tête que l'impunité a été organisée, le chef de l'État devra se plier à
la Constitution pour laquelle il a prêté serment. Vous savez très bien qu'il a prêté serment de la respecter. De l'argent, oui, mais pour financer quelles élections? Parce qu'il n'y a pas de calendrier. L'autre camp vous rétorque que vous avez été les premiers à recuser le premier calendrier partiel, le calendrier global. Résultat, aujourd'hui, Madame, nous sommes suspendus à ce que le président de la République a appelé dialogue. Et même, j'ai ouï dire, à un certain moment, il y a les autorités et la CENI qui disaient qu'ils dépendaient de la classe politique. Vous savez, nous sommes dans un pays qui est compliqué à gérer. Dès lors qu'il y a de la mauvaise foi et que les gens ne veulent pas respecter les règles du jeu. Nous en sommes au calendrier qui n'existe pas. Le calendrier global existe. Mais la CENI avait posé des problèmes que le gouvernement n'a pas pu résoudre parce que le gouvernement n'a libéré que 17% du budget. Donc tout tourne autour du gouvernement. Nous sommes dans un régime hyper présidentialisé, c'est-à-dire que c'est le président de la République qui gère tout, qui fait tout. Et donc la CENI, qui est un organe technique, n'a pas reçu les moyens et c'est là où nous sommes. Où sont les moyens requis pour que la CENI fasse son travail? Le gouvernement n'a pas donné ces moyens. Donc nous disons que si vous prenez les budgets de 2011 à aujourd'hui, quand vous les cumulez, nous avons près de 40 milliards. Oui, vous l'avez déjà dit. C'est curieux de vous entendre qu'il y a un calendrier qui mais il y a eu un calendrier, il y a eu un calendrier global qui n'a pas été respecté faute de moyens. Qui devait donner les moyens, c'est le responsable, c'est-à-dire le gouvernement. Donc nous avions des élections provinciales. Rappelez-vous que le MLC a déposé des candidatures sur l'ensemble du territoire national. Un calendrier global contesté. Contesté parce qu'il était indigeste. Nous avions cette élection et nous savions qu'il y avait des contraintes. Du coup, donc, il est tombé caduc. Il n'est pas tombé caduc, il devait être réaménagé. Nous avions fait des propositions dans le cadre de la tripartite. Mais malheureusement, la CENI avait, entre guillemets, reçu des instructions de donner une fin de non-recevoir à nos revendications. Nous n'avons jamais reçu un feedback de la CENI que de savoir que, bon, parce que nous avions revendiqué qu'il fallait qu'il y ait des nouveaux majeurs qui soient inscrits. Eh ben, la CENI voulait en profiter pour dire il nous faut 17 mois pour le faire. Mais rappelez-vous qu'avant cela, il y avait le problème de l'ONIP qui n'existe plus aujourd'hui. On nous a raconté que pour que nous ayons des élections crédibles, il fallait 4 ans à l'ONIP. Comment ça, l'ONIP n'existe plus? Et madame, il fallait 480 millions. Monsieur Mende nous a raconté qu'il les avait, les 480 millions. C'est la moitié du budget des élections. Aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas d'argent pour financer les élections. Mais à l'époque, il se tapait de la poitrine, il est passé à la télévision pour dire que l'ONIP, c'est pour dire que c'était un instrument qui avait été mis en avant pour retarder le processus électoral. Il y a plusieurs faits qu'on peut vous présenter depuis 2013 qui attestent que le chef de l'État et son équipe avaient l'intention, parce qu'ils voulaient contourner le verrou constitutionnel, de retarder les élections et de se cramponner à un article 70 qui est désinterprété, c'est-à-dire qui laissait la possibilité au chef de l'État de rester au-delà de son mandat. En le tordant, il se disait qu'en tordant cet article, ils peuvent rester, mais nous disons, nous séparons le processus électoral du mandat du chef de l'État. Le chef de l'État, son mandat finit en décembre 2016, il devra partir. Alors, ce qui c'est que la communauté internationale était en réunion à la CENI et ils veulent bien donner de l'argent, mais ils se trouvent face à un vide de calendrier. Mais parce que la CENI, il me semble bien, a reçu des instructions de ne pas faire ce travail. Parce que le calendrier doit être réaménagé. Nous avions fait des propositions selon lesquelles on pouvait postposer les élections locales et avoir un processus plus ou moins digeste en faisant un focus sur les présidentielles et les nationales. Et qu'est-ce que fait la majorité? Parce qu'elle sait que ça peut être un sujet de discorde. Elle dit non, nous voulons les locales. Je dois vous le dire ici, la majorité présidentielle, c'est la championne en ce qui concerne l'organisation des élections et surtout gagner les élections. Ils ne font pas mieux. J'aimerais bien qu'après, lorsqu'ils sont dans l'opposition, qu'ils servent de conseil aux différents pays dans lesquels il y a des élections organisées pour qu'ils aillent apprendre comment on gagne une élection. Mais sur le terrain, ce sont des piètres gestionnaires et donc le pays est dans un état, je veux dire, lamentable. Et donc, lorsque je prends ce cas de figure-là, je dirais très bien, nous devons évoluer vers un calendrier qui est consensuel. Il appartient à la CENI de le proposer, mais la CENI pose plusieurs préalables, mais surtout, la CENI ne reçoit pas les moyens pour faire le travail. Et c'est ce qui est un peu triste. Le gouvernement donne de l'argent, mais c'est insuffisant. Il ne donne pas assez. Le gouvernement a d'autres priorités. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs projets qui émergent du budget. Il y a des dépassements budgétaires. La primature, plus de 800%. La présidence de la République, je ne sais combien de pourcents. Donc cet argent sert à financer des choses qui ne sont non, qui émergent du budget, mais qui ne sont pas prioritaires. Et à la fin, on vient nous expliquer que... Mais pour ceux qui ont été convenus avec la commission électorale, c'est ponctuel, c'est décaissé. C'est ce qu'on a entendu mais madame, je vous dis, non, c'est ce que vous avez entendu dire, mais j'ai essayé de vous dire quelque chose, vous m'aviez dit que c'est déjà dit. Moi, je vous le répète, madame, vous faites un cumul de nos budgets, même s'ils ne sont exécutés qu'à 60%, de 2011 à aujourd'hui, nous plafonnons les 30 à 40 milliards. Donc, si on préparait les élections, il ne fallait dégager qu'un seul milliard. Ils n'ont pas été dégagés, mais c'est de la responsabilité non seulement du chef de l'État, de son gouvernement. Et dans ce cas de figure, il faut démissionner, il faut arrêter, parce qu'on ne va pas continuer avec ce théâtre où vous avez un chef de l'État qui dit
Mais écoutez, moi j'attends qu'on discute parce qu'on doit avoir des élections. Je vais quitter le pouvoir, mais il faut qu'il y ait des élections. Et dans l'entretemps, on fait quoi? Parce que c'est lui qui devait donner l'impulsion nécessaire pour qu'il y ait ces élections. Ça ressemble à un bras de fer désormais. Ce n'est pas un bras de fer. Il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités. Nous, MLC, sommes un parti républicain. Nous avons décidé à un certain moment de déposer les armes et nous ne reprendrons plus jamais les armes. C'est-à-dire que notre logique passe par la construction d'un projet autour des idéaux et nous traduisons ces idéaux au Parlement, dans les assemblées provinciales, ici avec vous à la télévision. On espère que toute la classe politique, notamment la majorité présidentielle, prendra la mesure de la gravité des événements pour s'en référer non seulement à la Constitution, mais aussi à l'éthique politique qui exige que, à un certain moment, les textes soient respectés. Élection des gouverneurs, le MLC avait 5 candidats et vous avez eu cette réaction. La RDC est un des rares pays au monde où la seule performance de la majorité au pouvoir est de gagner aux élections à tous les coups. Mais l'AMP n'a pas gagné tous les postes. C'est combien? 16 sur 21 gouverneurs. Nous avions 5 candidats gouverneurs. Il y a un qui a été invalidé, donc en la personne de M. Njoli. Sur les 4 autres, nous avons réussi à gagner notre député. Donc nous avons un gouverneur à la Mongala. En ce qui concerne le Norubangi, il s'est passé que nous avons 7 députés qui ont été fidèles au parti, qui ont tous voté. Malheureusement, nos alliés nous ont trahis. Donc ce qui a fait passer Madame Guérengo, qui a reçu au moins l'appui avec les frais de l'État d'un arsenal propagandiste, avec en tête Monsieur Minakou qui a affrété un avion aux frais de l'État. C'est toute la majorité qui s'y trouvait pour aller soutenir Madame Guérengo. Donc félicitations à elle. Mais je veux dire, c'est un combat politique, on accepte cette défaite, mais en même temps, c'est asynchrone. Je n'ai jamais vu dans un pays où vous avez des gens qui gagnent toutes les élections, mais qui n'ont pas de succès en termes de réalisation sociale. Ils n'ont pas gagné toutes les élections? Non, je dis, mais quand on parle de gagner, madame, vous avez 21 postes, quand vous en raflez 16, c'est la majorité. Ils sont majoritaires au Parlement, ils sont majoritaires dans les provinces, ils sont majoritaires dans les assemblées provinciales, oui. Mais malheureusement, la traduction en termes de retombées socio-économiques du progrès du pays, vous savez que nous sommes un pays pauvre, pas pauvre, mais sous-pauvre, parce que nous sommes en dessous du seuil de pauvreté, ça fait 10 ans qu'il gère, donc je ne peux pas comprendre qu'il y ait cette asymétrie entre les attentes d'une population, le non-progrès, et un scandale en termes de victoire, et avec comme point culminant des élections Malembankoul où vous avez des morts qui votent, 104%, donc ça c'est vraiment les champions des élections, mais malheureusement sur le terrain, ils sont médiocres en termes de gestion. Pour revenir à l'élection des gouverneurs, s'il y avait tricherie, comme vous le dénoncez, l'AMP aurait gagné partout. Non, madame, vous savez, le Quator, par exemple, est aux mains d'un moboutiste. Je n'ai pas parlé de tricherie. J'ai eu un débat avec Monsieur Atundou, qui a lui-même reconnu que avec les cotisations de la majorité présidentielle, ils ont réussi à motiver des gens. Il a même dit qu'on ne peut rien faire sans argent. On était sur le plateau Capi, de Radio Capi. Mais madame, moi je réfléchis profondément parce que nous avons en fait des provinces qui ont les dimensions de pays. Il serait bon que la classe politique réfléchisse sur les possibilités d'élire les gouverneurs au suffrage direct. Parce que qu'est-ce qui se passe, madame? Il y a eu effectivement 16 postes raflés par la majorité présidentielle, mais il y a eu des tirs partout. Ça veut dire que vous avez à Ituri ça a tiré, il y a aussi au Tanganyika ça a tiré parce que les gens étaient mécontents. Rappelez-vous des élections de 2011. C'est vrai que nos amis sont des champions, ils gagnent toujours, mais quand ils gagnent, ils mettent des chars et puis il faut que la police intervienne. Pourquoi? Parce que ils gagnent toujours aux antipodes de manière très asymétrique par rapport à la réelle volonté de la population et surtout par rapport aux performances qu'ils ont sur le terrain. Donc, si on pouvait élire les gouverneurs au suffrage direct, ça éviterait au fait que le sort de toute une province soit entre les mains de 18 personnes, naturellement conditionnées par des impayements, parce que vous savez, ça fait à peu près 5-6 mois que les députés provinciaux n'ont pas été payés. Donc lorsque vous allez voir battre campagne auprès des personnes qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de travail, ces personnes sont quelque part conditionnées et donc ça fait l'objet de suspicions légitimes quant à la, comment je veux dire, à la franchise du vote. C'est plutôt généralement des votes partisans qui sont sujets à des transactions financières et c'est pas intéressant. Donc vaut mieux qu'on passe au suffrage direct, comme ça le gouverneur expliquera à sa population, par exemple, prenons la Mongala, c'est plus grand que la Belgique, le gouverneur pourra expliquer aux ceux de la Mongala que voilà ce que je ferai pour cette province et ainsi de suite. Mais quand c'est ramené à 6 députés provinciaux, le sort de toute une province, et lorsque vous avez le président de l'Assemblée nationale qui met tous les moyens avec M. Mova et qui y vont, je ne suis pas très étonné Mais madame, ils étaient là. Moi, je vous parle, je vous dis qu'ils étaient là hier. Et d'ailleurs, ce qui est très grave, madame, vous saviez que la CENI avait prévu ces élections à 10h du matin. Elle a dû attendre l'arrivée. Leur présence implique quoi, d'après vous?
Pourquoi sont-ils là, madame, d'après vous? Ben, c'est leur Mais c'est une stratégie propagandiste, c'est une stratégie électorale. Alors que le président de l'Assemblée nationale n'a pas payé, on n'a pas organisé la paye des députés, ils ne sont pas payés. Il a de quoi affréter un avion, quitter son poste, au lieu de traiter les questions essentielles du pays, pour aller battre campagne au Nord-Ubangi. Et c'est toute la majorité présidentielle qui était là. Monsieur Atundu aussi était là-bas. Ils y vont tous. Pourquoi ils y vont? C'est pour gagner, madame. C'est tout à fait légitime. Mais lorsque vous gagnez avec les moyens de l'État, que vous laissez en suspens des assemblées comme les assemblées nationales, les gens ne sont pas payés. Il y a beaucoup de problèmes à régler. Mais vous, président de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas que secrétaire général de la majorité présidentielle. Vous êtes président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, vous n'allez pas aller compétir ou aller battre campagne pour une candidate au niveau provincial parce que vous vous occupez du pays. Sur ce coup-là, il était secrétaire général. Madame, il faut éviter le mélange de genres. Et je tiens à vous informer qu'il n'y a eu élection que quand il a atterri. Les élections étaient prévues à 10 heures. La CENI avait reçu comme code qu'il faut attendre le président de l'Assemblée nationale. Et donc, ces élections n'ont eu lieu qu'après son atterrissage. Et ça, ce n'est pas une république. Vous avez des preuves de tout ce que vous affirmez? Oui, madame, il faut vérifier. Je pense que vous êtes journaliste et une journaliste que je respecte beaucoup. Qu'on a dit à la CENI, écoutez les mecs. Pas qu'on a dit, mais je ne peux pas comprendre qu'une heure est fixée pour un suffrage où il y a 18 personnes. Attendez, madame. Une heure est fixée pour un suffrage qui n'a un suffrage indirect. Vous avez des députés qui sont présents, qui sont prêts à voter. Tout est en place. Et vous attendez subitement quand le président de l'Assemblée nationale arrive et puis on lance les élections. Vous avez vu ça où? Parce que l'heure était déjà fixée à l'avance. Donc vérifiez le calendrier de la CENI, ces élections étaient prévues, je crois, à 10 heures. Et elles ont eu lieu à 13 heures. Dites-moi pourquoi les 3 heures de retard qui coïncident avec l'atterrissage du président de l'Assemblée nationale. Et vous soupçonnez Nous ne soupçonnons pas, nous disons, madame. J'aimerais qu'il y ait une corrélation entre des victoires électorales et des victoires de terrain. Quelles sont les victoires de terrain? C'est relever, par exemple, le seuil de pauvreté. C'est créer de l'emploi. C'est donner de l'électricité. C'est protéger les Congolais. Vous savez, ce pays, jusqu'à preuve du contraire, encore hier, des gens sont morts à Béni. Donc, je veux dire que s'il y a une corrélation entre les succès sur terrain, l'amélioration des conditions de vie et des succès électoraux, coup de chapeau. Mais quand on voit des gens qui gagnent avec des 103%, 105% dans une ville et que les gens continuent à être pauvres, nous se poser des questions légitimes quant à la véracité, aux stratégies qui sont amenées pour gagner. Alors sur ce coup-là, ils vont vous répondre que les fonctionnaires sont payés à la banque, qu'il y a eu des hausses de salaire contrairement à Madame, je vous dis qu'au moment de l'élection, les députés provinciaux accusaient des retards de salaire, les policiers n'étaient pas payés, les fonctionnaires n'étaient pas payés. Au moment où je vous parle, à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas payés. Donc parlons du moment et ne parlons pas de ce qui a été fait, bien que je peux vous dire aussi que c'est très très marginal, les augmentations dont on parle souvent. Je veux dire que dans son pays, je serais tenté de dire qu'il n'y a rien eu. Nous sommes au point de départ et c'est triste. Vous voyez tout en noir. Pas tout, parce que regardez, M. Kabila, depuis 5 ans, je vous explique ce qui nous ont, voilà ce qu'ils nous ont expliqué. Entre 2006 et 2011, on nous a parlé des 5 chantiers. Mais vous avez des routes de 1 cm. Aujourd'hui, si Kabila, le chef de l'État, quitte le pouvoir, des routes d'1 cm. Je vous explique. Regardez toutes les routes. Vous voulez que je vous les cite? Prenons Ngouma, prenons l'avenue 24, prenons Triomphal, prenons Lumumba. Mais c'est parsemé de trous. Comment voulez-vous qu'une route qui ne tient même pas 2 ans, comparée à ce que les Chinois, les Japonais ont fait sur la route de poids lourd, ça tient la route. Donc ce sont des routes parsemées de trous parce qu'elles ont été faites avec une certaine forme de légèreté. Vous avez un hôpital qu'on appelle le cinquantenaire, financé à hauteur de 120 millions. Mais même les enfants du chef de l'État, les enfants de M. Mendy ne vont pas s'y faire soigner. Même nos joueurs, on les envoie à l'étranger. À quoi servir cet argent? Donc je veux dire qu'il y a un échec patent sur toute la ligne. Il y a une confusion de genre. Il y a des officiels qui sont soignés là-bas. Madame, je tiens à vous expliquer que j'ai encore vu le ministre dernièrement des Sports qui expliquait qu'un de nos joueurs a été envoyé à l'étranger. Pourquoi mettre 120 millions dans un hôpital si on n'est même pas capable de soigner nos joueurs? Et encore que ça n'a pas coûté 120 millions parce que vous mettez 120 millions, vous mettez des Indiens. Vous savez combien de Congolais docteurs sont en Afrique du Sud et en Europe qui ont fini en médecine et même ici à Kinshasa pour que ça soit géré par des médecins indiens, financés par les deniers publics. Le temps d'une transition. Ce n'est pas le temps d'une transition. Nous avons des personnes beaucoup plus compétentes que ces Indiens, mais c'est simplement qu'il y a des mécanismes de sous-gestion qu'on ne veut pas nous expliquer qui font que ces Indiens ont investi dans cet hôpital et que les 120 millions sont allégués de manière fallacieuse.
On passe au procès Bemba et ce qui s'en est suivi. Il y a 10 jours tout juste, la sentence tombait comme un coup près. Jean-Pierre Bemba apprenait qu'il restait en prison. Pour combien de temps? On le saura dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois. Selon les spécialistes, il encourrait 20 à 30 ans de prison. Alors comment le chairman a-t-il réagi? Qu'a-t-il dit en privé à son entourage? Vous étiez à la haie, à cette audience très attendue. On a tous vu les images qui ont fait le tour du monde. Jean-Pierre Bemba, impassible, il n'a montré aucune émotion à l'énoncé de ce jugement. Alors que s'est-il passé hors caméra après cette audience? Mais écoutez, vous savez, nous avons soutenu notre sénateur, nous continuons à le soutenir et nous le soutiendrons toujours. C'était une épreuve difficile dans le sens où nous sommes y allés, sa famille était là, nous avons entendu le jugement. Bon, déjà, de manière très liminaire, je vais vous expliquer un peu ce qui est. Au fait, avant d'entrer dans les griefs et tout le reste, je voudrais qu'on reste sur l'état d'esprit, les premières petites phrases. Non, les phrases, c'est que les phrases sont. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, Qu'est-ce en qu'il a fait, poussé, le président national. Est-ce que vous lui avez parlé il a un après moral, l'audience? il a un moral de fer. Hein. Je crois que ses premiers mots étaient tout à fait simples. Est-ce que vous lui avez parlé? Qui lui a parlé après cette audience? Non, en fait, il a continué à téléphoner, donc il a parlé à son épouse, il a appelé les cadres du parti ici à Kinshasa, il a motivé les troupes, parce qu'en réalité, vous savez, le MLC, c'est trois choses. Hein. Le MLC, c'est un parti politique, le MLC, c'est aussi un projet, et le MLC, c'est aussi un état d'esprit. Donc, il nous a rappelé ces choses-là pour nous dire que la lutte continue, et que aussi longtemps que son sort n'est pas définitivement fixé, et même si ce sort arrive à être fixé, parce que nous avons encore des perspectives intéressantes pour l'appel, nous devons rester mobilisés, continuer la bataille, raison pour laquelle, vous aviez vu à la Mongala, nous avons aligné notre candidat, il s'est battu, malgré que les conditions étaient difficiles moralement, compte tenu du jugement que nous qualifions encore enfin, c'est un jugement pour nous qui est très très partial, mais voilà, l'état d'esprit qui nous a... Oui, bien sûr. L'état d'esprit et ses premiers messages... Avant OMLC, on disait prisonnier politique. Vous le dites toujours? Non, je vais vous expliquer. Si je dois en parler en termes clairs, regardez, c'est l'histoire d'un monsieur qui a un chien et son voisin lui dit que j'ai des problèmes, prête-moi ton chien pour faire la sécurité. Le chien arrive là-bas, il aurait mordu des gens et Madame Bensouda veut faire de la pédagogie parce que dans la jurisprudence, c'est la première fois qu'il y a un jugement de ce type-là. Il n'y a jamais eu ce genre de cas où on dit, bon écoutez, on va arrêter le propriétaire du chien parce qu'il n'a pas bien dressé son chien. Donc c'est un peu ça l'histoire. Et donc, dans ce cas de figure, comme elle veut faire de la pédagogie, elle veut être la première dame qui réussit un procès dans lequel on va condamner, on va rendre responsable une personne pour ne pas avoir bien formé ses troupes ou pour ne pas avoir prévenu des crimes. Elle est dans sa pédagogie, mais je vous explique aussi que Germain Katanga, Radovan, on avait parlé de 30 ans, de 40 ans de prison, hein, si vous aviez suivi ces procès. Germain Katanga n'en a eu que 12, l'autre n'en a eu que 14. Donc ici, le procureur a ses prétentions. Le procureur tient à démontrer que M. Bemba est le responsable hiérarchique et qu'il aurait dû savoir qu'il y aurait des crimes. Ça, c'est sa thèse. Nous avions dit que ce n'est pas lui qui avait le commandement. Maintenant, on verra comment le juge va apprécier. Mais bon, c'est vrai que le juge est allé dans un sens. Mais j'espère qu'avec l'appel et avec beaucoup de cas de jurisprudence en la matière, il va s'en sortir sans problème. Oui, on va l'évoquer tout à l'heure. Est-ce qu'il a dit un mot pour son avenir politique? Mais vous savez, M. Bemba, jusqu'à preuve du contraire, c'est un battant. Je pense que il dira mieux ce qu'il a à dire au final de ce procès, parce que nous avons encore une procédure à faire. Maintenant, son avenir politique, il est très lié au nôtre. Et raison pour laquelle nous sommes soudés autour de lui, parce qu'en réalité, nous nous battons. Et nous continuons à pousser cet idéal vers l'avant, celui de construire un État qui respecte, un État qui protège, un État qui donne de l'emploi, un État qui... C'est-à-dire, nous avons un projet, hein, nous, le MLC. Et je pense que ce n'est pas le fait qu'il soit là et que ce projet s'arrête, parce qu'en 2011, vous avez remarqué que nous avons été aux élections et nous sommes la deuxième force politique, le président n'était pas là, donc nous allons continuer ce combat. Et je crois que son état d'esprit, c'est de dire, indépendamment de ce qui m'arrive, l'œuvre que j'ai initiée doit continuer et il faut que les Congolais comprennent qu'aussi longtemps que nous n'avons pas atteint notre objectif, nous n'allons pas arrêter. Alors, vous n'avez pas évoqué sa succession à la tête du parti, si je comprends bien. Et il en est toujours le président, à ce que je sache. Jusqu'à preuve du contraire, il est le président. Le parti a des instances, nous avons le congrès. Donc, s'il faille le remplacer, c'est ce que je veux dire,
si ce cas de figure s'impose, ça va passer au travers des structures du parti, notamment le Congrès. Donc nous ne sommes pas encore là. Je pense qu'il y a l'appel. On va voir s'il y aura l'appel ou pas. Peut-être qu'il y aura aussi un acquittement. On peut être surpris. Mais dans tous les cas de figure, le parti a des statuts et je pense que les procédures statutaires seront respectées sans problème et nous allons continuer à évoluer. Alors, viol, vol, pillage commis par ces hommes de troupes en République centrafricaine lors d'une tentative de putsch contre Ange Félix Patassé. Patassé sauvé par Jean-Pierre Bemba et par Kadhafi, puis renversé un peu plus tard. Est-ce qu'il est conscient des faits qui lui étaient reprochés? Non, on clame toujours l'innocence. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est parce que en réalité, il y a M. Patassé qui est mort, M. Bouzizé qui est tranquille, et aujourd'hui, la Centrafrique n'est pas sortie d'affaire. Donc après le MLC, elle a eu beaucoup de problèmes. Le président, regardez, on a chassé les RDC. Élu prête serment. Voilà, je vous dis. C'est un nouveau départ pour la Centrafrique. Non, depuis 2003. Je parle de entre 2003 et 2015, elle n'était pas sortie d'affaires. Vous reconnaissez qu'il y a eu beaucoup de... Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle ère. Oui, mais après 15 ans, le MLC n'était plus là depuis 2003. Le MLC n'était plus là depuis 2003, mais le pays a continué à se déchirer. On a dernièrement révoqué les FARDC de la MINUSCA, on les a rappelés. Est-ce que c'est pour autant que leur indiscipline, c'est M. Kabila, le chef des armées, qui leur a demandé de le faire? Donc, c'est pour vous dire que il y a à boire et à manger dans la philosophie qui consiste à faire de la pédagogie en voulant s'arroger le mérite d'initier un procès qui est tout à fait hors norme, dans le sens où vous voulez responsabiliser une personne qui devait avoir des contrôles sur le troupe et qui devait de manière très magique savoir que ces troupes commettraient des bavures. Parce que quand je me rappelle, excusez-moi, vous savez que même les troupes américaines, lorsqu'elles sont allées en Irak, il y a eu beaucoup d'abus. Je veux dire que je ne vois pas comment... Et des procès s'en suivent. Mais nous avons eu des procès. Il y a eu le président Bemba, à l'époque, il y avait eu une cour martiale. Il y a des militaires qui sont allés en prison à cause de cela. Le président Bemba, et même le juge l'a reconnu, le juge dit que le président n'a pas fait assez. Ça veut dire que le président a pris des initiatives pour corriger cette situation, mais le juge estime qu'il pouvait faire mieux. Mais je veux dire que n'importe quel gouvernement du monde, lorsque vous envoyez des militaires sur le front, les conditions dans lesquelles ces militaires travaillent, les violences auxquelles ils font face, il n'y a personne qui peut avoir la prétention qu'ils vont rester disciplinés. Donc je pense que c'est un procès pédagogique et si elle veut en avoir le mérite, nous n'allons pas baisser les bras, nous ne baisserons pas les bras et nous allons faire appel. Les investigations menées par la Cour pénale internationale ont révélé des faits qui accablent Jean-Pierre Bemba, notamment, pour commencer, des enregistrements sonores d'une radio de renommée internationale où on l'entend dire « j'ai ordonné à mes troupes ». De quoi parlait-il ? Des opérations en Centrafrique. Non, il a effectivement envoyé des troupes en Centrafrique. C'est de cet ordre-là. Il dit à ses troupes, écoutez, allez prêter main forte. Il n'y a aucun ordre qui émane de M. Jean-Pierre Bemba dans lequel il dit violer, tuer, piller. Sinon, on l'aurait même pas condamné comme responsable hiérarchique, on l'aurait condamné comme dans le cadre d'une commission des crimes. Il n'a pas commis de crimes. Il est responsable de ceux qui ont commis des crimes et lui, en tant que responsable hiérarchique, il est puni. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lien direct entre, et encore aucune volonté manifeste entre M. Bemba et les crimes qui ont été commis. On lui reproche, 1, de ne pas avoir bien formé ses troupes, 2, de ne pas avoir prévenu ces crimes. Voilà les choses qui lui sont reprochées. Et de n'avoir rien fait pour y mettre fin. Mais madame, dans quel contexte Écoutez, vous êtes à 2000 km d'un endroit. Les troupes sont resubordonnées au commandement centrafricain. Écoutez, à 2000 km, vous ne faites pas des miracles. Parce que lorsque quelqu'un a une arme en main, et encore qu'il faut prouver que ce sont des troupes du MLC, rappelez-vous quand même qu'il y a eu plusieurs partenaires de M. Patassé qui sont arrivés. Il n'a pas été établi formellement, il n'y a pas d'identité. Il y avait les hommes de Kadhafi et les hommes du MLC, c'est tout. Et, ben voilà, non, madame, il y avait plusieurs forces. Il n'y avait pas que les hommes de Kadhafi et du MLC, il y avait la FACA, il y avait au fait plus ou moins 6 à 7 pas des milices, mais des personnes qui sont venues en renfort du président Patassé, qui étaient légitimes. Alors, autre chose, c'est qu'il y a eu des écoutes téléphoniques enregistrées lors de ces opérations où il était en communication avec les commandants sur le terrain au moment des atrocités incriminées. Mais écoutez, il était en contact avec M. Moustapha. Je ne vais pas prendre la place de l'avocat du président Jean-Pierre Bemba. Moi, ce que je peux vous expliquer, c'est que j'étais dans l'audience et je n'ai nulle part entendu où on a prétendu, par exemple, que M. Jean-Pierre Bemba a participé à la commission des crimes. On dit qu'il n'a rien fait pour empêcher cette commission de crimes. Et je pense que dans le cadre de commandement militaire, il y a même un expert militaire français qui est venu à la cour qui a bien expliqué qu'il est impossible de diriger les troupes
surtout sur un terrain comme le terrain centrafricain, à une certaine distance. Et que M. Bemba n'avait pas les acquis militaires nécessaires pour diriger des troupes à distance, parce que ce n'est pas un militaire de formation. Donc, qu'il y ait eu des écoutes entre lui et M. Moustapha par rapport au comportement de troupes, parce que je vous dis qu'il s'est déplacé, il a fait même des meetings, il a même parlé à la population. Je peux le comprendre, mais nous sommes dans un cas de figure où le juge, le procureur ou le juge dit, M. Bemba, oui, vous avez fait des bonnes choses, mais pour nous, vous n'avez pas fait assez. Je n'ai pas entendu un langage du genre, oui, M. Bemba, c'est vous qui avez ordonné. Il n'y a jamais eu ça pendant 7 ans. Et puis, à ceux qui n'ont pas arrangé les choses, c'était cette tentative, ce que la CP appelle tentative de subornation des témoins, révélée par ces mêmes enregistrements des écoutes téléphoniques lors de ses appels à son avocat, Maître Kilolo, et à Fidel Babala, qui sont également accusés dans cette deuxième affaire de subornation de témoins. Et là, il y a encore à boire et à manger, parce que la procureure elle-même est championne. Elle a payé 22 000 pour que les témoins témoignent. Donc vous allez comprendre avec moi que lorsque quelqu'un reçoit 22 000 euros, il est très conditionné, surtout s'il a un revenu de moins d'$1 par jour. Cette affaire-là, c'est une affaire qui, déjà qu'elle avait prétendu qu'on devait laisser ces personnes en détention parce qu'elles avaient commis des faits graves. Toutes ces personnes sont libres, hein, excepté le président qui est encore lié par la première affaire. Donc on va laisser, et je crois que d'ici le début de l'année prochaine, nous aurons déjà les résultats pour cette affaire. Mais comme je vous le dis, non seulement le procureur accuse la partie Kilolo et consort d'avoir suborné les témoins, mais l'accusation est inverse, parce que lorsqu'on compare les montants, ici il s'agit de 400 euros de subordination, mais du côté de Madame Bensouda, il s'agit de 22 000 euros, et ça c'est encore plus grave. Alors, vous avez parlé des témoins tout à l'heure, et ça me revient à l'esprit, 7 de ses anciens collaborateurs avaient témoigné contre lui, mais je me rappelle qu'il y a un seul de ses anciens collaborateurs, Thomas Louaka, qui avait témoigné en sa faveur, et aujourd'hui c'est l'homme le plus détesté par le MLC. Bon, vous savez, je ne sais pas qui a témoigné à charge ou à décharge. Je dois vous le dire sincèrement, je n'ai pas la liste de ceux qui ont témoigné et ceux qu'ils ont dit. Maintenant, si vous voulez parler de M. Thomas Louaka, il n'y a pas de haine viscérale. Nous reprochons simplement au vice-premier ministre d'avoir utilisé le label MLC, alors que tous ceux que vous avez cités ont créé leur parti. Donc, s'il avait la capacité d'un homme politique avéré, il aurait créé son propre label parce qu'il a des idéaux à défendre. Il a une manière qui est propre à lui de faire la politique parce qu'il s'est désolidariser de notre groupe. Il devait matérialiser cette manière-là en créant un parti comme l'a fait Boussa, comme l'a fait Olivier, comme l'a fait Monsieur Mwambé, ainsi de suite. Donc le fait qu'il est parti avec notre label, avec une partie de notre combat, qu'il n'a pas respecté les personnes qui sont mortes pour ce parti, qu'il n'a pas respecté le combat du président national qui se retrouve aujourd'hui injustement à la haie pour avoir pris l'initiative à un certain moment de remettre les choses en ordre, ce n'est pas de la haine, mais c'est simplement comme ça une forme de déconsidération et nous n'apprécions pas ce qu'il a fait. Maintenant, bon, nous sommes en politique, on verra bien après son poste, hein, quand il sera plus vice-premier ministre, son MLCL tiendra la route. Mais moi, ce que je sais, je vous le répète ici, nous sommes un parti politique, nous sommes un projet, nous sommes un état d'esprit. L'état d'esprit, ce sont les fourmis. On peut nous détruire, les gens peuvent partir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous reconstruisons toujours et le MLC tiendra bon. Est-ce qu'il tiendra la route? C'est votre question, peut-être. J'ai lu vos 2 communiqués, hein, après ce verdict, le vôtre, celui du MLCL créé par Thomas Louaka, et j'ai vu dans ces lignes qu'il appelle à une sorte de, comment je dirais ça, de réunification. Vous y répondez quoi? Écoutez, je ne suis pas en mesure de répondre quoi que ce soit. Je n'ai pas cette prétention. Je ne suis pas un organe du parti. Moi, en tant que porte-parole, il veut revenir ou il vous appelle à le rejoindre. Moi, en tant que porte-parole, je n'ai pas reçu d'instruction par rapport à sa demande. Hein, donc, il l'adressera à qui de droit. Mais j'ai quand même des doutes sur la possibilité d'une telle réunification parce que je n'en vois pas l'objet. Le président national est incarcéré depuis 2008. Nous sommes aujourd'hui en 2016. Ça fait 8 ans que nous continuons à batailler et que nous existons. Donc je pense que ce combat ne va pas s'arrêter parce que nous allons le léguer aussi à nos générations et ça va continuer. À la prochaine présidentielle, vous présenterez qui? Le Congrès décidera. Donc nous allons d'abord suivre méticuleusement ce qui va se passer au procès et si le Congrès prend des options nécessaires, nous les suivrons. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, ce tour d'horizon des élections en Afrique, je l'ai évoqué, au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso aura rempilé pour un 3e mandat. Il y a des contestations qui naissent, une ville morte, différemment suivie selon qu'on habite une zone pro-pouvoir ou pas. Ça vous inspire quoi? Écoutez, pour moi, c'est de la honte. Hein. Je veux dire, en Afrique,
En même temps, on veut rester au pouvoir éternellement, mais en même temps, on ne sait plus quoi faire du pouvoir. Je ne peux pas comprendre qu'une personne fasse 25 ans au pouvoir. Comme si dans tout ce pays, il n'y avait pas de nouvelles énergies, il n'y a pas de nouvelles intelligences, comme si... non, je veux dire... Il y a bien des chefs de parti qui restent chefs de parti 20 ans, 15 ans. Mais dans des processus électoraux crédibles, madame. Vous savez, dans les partis, vous avez par exemple le Parti socialiste en Belgique. Oui, M. Liverpool a fait le nombre d'années qu'il fallait faire, mais de manière très démocratique, si les lois le permettent. Hein. Vous avez Angela Merkel qui a rempli plusieurs fois, mais il y a des performances à côté de cela. C'est ce que je vous ai expliqué. Il ne faut pas être champion aux élections et être médiocre sur le terrain. Il faut que ça soit synchrone, de manière à ce que votre réélection se justifie. Mais dans nos pays, les réélections ne se justifient pas. Et donc, M. Sassouki, quelque part, entre guillemets, serait accusé à tort ou à raison en France de détournement, et il y a plusieurs procès ouverts, se retrouve par ailleurs être le meilleur président de la République du Congo. Ben ça, c'est leur affaire, c'est eux qui ont choisi. Mais moi, je parle de mon pays. Nous sommes à une médiocrité telle qu'il est tout à fait impossible d'imaginer, alors je parle bien d'imaginer un seul instant que M. Kabila peut faire un troisième mandat. On ne peut même pas l'imaginer. On ne parle pas de troisième mandat? Même pas le glissement. On s'empêche de penser qu'il peut glisser. On parle d'une transition. Sans lui. Sans lui. Avec qui à la tête du pays, vous n'avez pas répondu? Je ne peux pas répondre, je n'ai pas la prétention de répondre à ce type de questions parce qu'il y a des organes, il y a des institutions, il y a la Cour constitutionnelle. Au moment venu, lorsque le président Kabila sera à la fin de son mandat, toutes ces différentes instances vont se prononcer avec la classe politique et il y aura un compromis sur la question. Mais nous voulons que si transition il y a, que ça soit sans le président Kabila. Alors, pour qu'il y ait élection, il faut un calendrier. Il viendra d'où? La CENI... Même aménagé, comme vous l'avez souhaité. Vous savez, lorsque les partenaires internationaux, c'est vrai qu'ils ne donnent pas des sommes, mais ils vous proposent leurs services, ils vous disent, écoutez, nous sommes prêts à mettre autant d'argent pour autant que nous ayons un calendrier clair sur les opérations électorales et sur les dates. Mais il appartient à la CENI de faire des propositions. Mais la CENI nous donne vraiment l'impression d'être dans une forme comme ça de dépendance vis-à-vis de la majorité présidentielle, jusqu'à ce que j'entende même M. Nang à dire qu'il va demander à la Cour constitutionnelle de voir comment on peut décaler la présidentielle. Mais de quel droit C'était juste une idée. Mais pourquoi sortir ce genre d'idée? Pourquoi il ne dit pas, il va demander à... Pourquoi il ne dit pas, je vais... D'abord, il n'a pas qualité. Et il pouvait aussi dire, je vais saisir la Cour constitutionnelle pour voir comment est-ce que, comme M. Kabila ne sera plus président en 2016, on peut organiser un processus électoral ad hoc. Il pouvait aussi faire cette demande. Pourquoi il fait des demandes qui sont orientées en faveur du chef de l'État? Nous disons au chef de l'État qu'il a construit, qu'il pouvait construire, bien que ça se déconstruit, il va peut-être rien laisser. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, c'est terminé. Et il y a d'autres personnes qui arriveront et qui feront peut-être mieux, qui feront des choses peut-être de la majorité. Moi, je ne dis pas que ça doit revenir nécessairement à l'opposition, mais il faut que les règles du jeu soient respectées. Il y a le G7 qui est en conclave. Cette émission est enregistrée et diffusée à 20h30. Le temps qu'on la termine, ils auront désigné un candidat unique à la présidentielle et des noms sont avancés. Moïse Katumbi. Et pendant longtemps, on a appelé à une candidature commune de l'opposition. Et le MLC s'était prononcé à ce sujet. Mais écoutez, moi, j'observe, vous savez, ce qui se passe sur la classe politique mérite notre observation. Je n'ai pas trop de commentaires à faire sur le choix qu'ils vont porter, sur la démarche qu'ils ont. Nous respectons le choix qu'ils ont fait de quitter la majorité pour empêcher effectivement que le président Kabila se donne un glissement et qu'il aille au-delà de son mandat. Donc c'est un choix que nous respectons. Maintenant, la stratégie qu'ils ont, nous observons et nous verrons sur quoi ça va déboucher. C'est vrai que l'idéal serait d'avoir un candidat unique. Mais aussi, moi, ce que j'ai toujours prôné, c'est que nous évitions de faire un focus sur la personne du chef de l'État en termes de campagne, que nous ne disions pas. L'essentiel pour nous, c'est de battre la majorité, d'avoir juste un président qui va battre la majorité. Il faut que nous ayons un programme, parce que ça fait quand même 50 ans que ce pays est indépendant, ou plus de 50 ans, on va dire comme ça, depuis 1960, et que ce pays n'a pas avancé. Donc il ne suffit pas d'être président de la République, mais il faut avoir le background, il faut avoir les outils nécessaires, il faut avoir les contacts nécessaires pour, ensemble avec ceux qui vont vous accompagner, avoir un programme susceptible d'améliorer la condition des gens. Pour vous, Pierre Lumbi, qui a été longtemps conseiller spécial du président de la République, Charmando Simba, qui a été même formateur du gouvernement Matata, ces deux-là et les autres sont de l'opposition, véritablement? Vous savez, l'opposition, c'est un état d'esprit. Donc, dès lors qu'ils ne sont plus d'accord, entre guillemets, avec ce qui se passe par rapport à la gestion du pays, donc ils sont en contradiction avec les autorités gouvernementales, avec le président de la République, ils sont qualifiés d'opposants. Mais quel est le problème qu'il y a chez nous, madame?
Nous avons juste le clivage opposition et majorité. Mais nous n'avons pas de clivage idéologique, c'est-à-dire savoir, par exemple, qui sont de droite, qui sont de gauche, qui sont des libéraux, qui sont... Donc vous allez retrouver dans l'opposition des gens d'extrême droite, des libéraux, des socialistes qui se disent être opposants. Et vous avez dans la majorité la même catégorie. Donc vous pouvez avoir dans les deux bords des partis qui ont la même obédience ou la même idéologie politique. Et c'est ça le vrai problème. Donc moi, je ne suis pas pour opposition, simplement opposition-majorité. Mais j'aimerais aussi que nous ayons une conformité au niveau des programmes et qu'on sache dans l'opposition quelles sont les orientations par rapport à la gestion du pays. Donc ça, c'est quelque chose de très fondamental. Avant votre conclusion, on atterrit sur le dialogue. Vous y êtes catégoriquement opposé. En 2-3 mots, c'est quoi les raisons profondes? Écoutez, madame, même le président n'y croit plus, le président de la République. Je ne pense pas qu'il y aura un dialogue dans ce pays. En tout cas, pas celui que lui, il a initié. Il n'a pas réussi à mettre les gens d'accord parce que les gens, notamment nous, le MLC, nous avions compris que derrière ce dialogue, on cherchait à légitimer une démarche qui consistait à faire glisser le mandat du chef de l'État. Donc nous avons donné une fin de non-recevoir et je pense que c'est devenu sans objet. S'il y aura dialogue, alors en ce moment-là, je suppose que ça sera un dialogue avant la transition, mais qui devra consacrer le fait que le président Kabila aura vraiment arrêté et que nous confierons la transition du pays selon les textes à la personne qu'il faut pour que nous ayons des élections apaisées. Le truc, c'est qu'on n'a même pas le profil de cette personne-là à qui vous faites allusion. Mais madame, il y a pas seulement une question de profil, il y a une question de texte, il y a une question de compromis politique, mais le gros compromis, c'est lequel? C'est que nous voulons que ceux qui ont été responsables du fait qu'il n'y a pas d'élection... C'est le flou, là. Madame, ceux qui ont été responsables, ou ceux qui sont responsables, je commence par le chef de l'État, monsieur Matata, monsieur Bochab, tous les responsables du fait que nous n'avons pas élection doivent être écartés. On ne va pas avoir un compromis dans lequel ils vont se retrouver encore en train de gérer, parce qu'ils nous ont montré à suffisance qu'ils sont incapables de gérer un pays. Alors, vous serez prêt à y aller, à ce dialogue? Madame, ça dépend. Je ne parle pas du dialogue convoqué par le chef de l'État. Je sais qu'à un certain moment, dans la vie politique, et surtout dans notre pays, nous avons une cinquantaine de dialogues. Vous envisagez les choses comment pour que vous y alliez? Mais la condition sine qua non, c'est d'abord que nous ayons les garanties nécessaires que M. Kabila ne se représente pas et ne continue pas au-delà de décembre 2016. Je crois que ça va décrisper un peu l'ambiance. Et puis, il faut que nous sachions quel est l'objet du dialogue, de quoi allons-nous parler. Et ensuite, voir sur quoi ça va déboucher. Parce que bon, voilà, généralement, les dialogues débouchent sur des gouvernements, mais il ne faut pas que nous ayons dans une logique où nous allons dialoguer parce que nous devons nous partager des postes. Sinon, en ce moment-là, nous ne serons pas sortis d'auberge. Non, vous serez prêt à échanger avec le facilitateur Edem Kodjo. Vous l'avez vu quand il était venu. S'il revient, vous le reverrez. Mais non, on l'a vu pour lui transmettre la position non seulement du MLC mais de l'opposition, que nous n'allons pas participer à un dialogue organisé par M. Kabila et qui consacrerait sa légitimité quant au glissement. Donc nous avions dit non, et même s'il revient aujourd'hui, s'il revient avec les mêmes termes de référence, nous allons lui dire non. Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, merci d'être venu. Un dernier mot. Mais écoutez, j'aimerais m'adresser particulièrement aux militants du MLC, à répéter que nous sommes un parti politique, nous sommes un projet qui cristallise la volonté du président national de voir la construction d'un État de droit, un État qui protège, qui donne du travail, qui donne de la stabilité, et que nous sommes aussi un État d'esprit, que nous pouvons recevoir des coups, qu'on peut détruire aujourd'hui, que nous allons nous reconstruire, et que tout le monde doit savoir que, nonobstant tous les départs, nonobstant le fait que le président n'est pas avec nous, ils sont les bienvenus pour militer, pour continuer à militer avec nous, et que nous allons continuer ce combat jusqu'à, entre guillemets, à l'infini. Donc que tout le monde soit sur ses gardes, que tout le monde soit vigilant, parce que le pays va nous offrir des perspectives qui sont assez orageuses, hein, en termes du cramponnement de la majorité au pouvoir et malheureusement apparemment des moyens de force qui seront utilisés pour contraindre la population à ne pas manifester. Nous en appelons aussi aux autorités de ne pas faire le mélange de genres, de respecter la Constitution, les libertés, de droits de l'homme et ainsi de suite. Vous promettez le chaos, là? Nous ne promettons rien. Nous allons faire tout ce qui est en notre possession comme moyen. Nous allons utiliser tout ce qui est en notre possession pour manifester pacifiquement, parce que l'article 64 nous demande de manifester contre toute personne ou tout groupement de personnes qui gère ou veut garder le pouvoir en violation de la Constitution. Et je pense que... Et voilà, nous allons faire entendre notre voix, mais de la manière la plus pacifique. Ailleurs, on voit l'opposition manifester contre la hausse du prix du pain, contre l'absence du courant, contre l'absence d'eau. Ici, les opposants ne manifestent que par rapport au pouvoir. Mais vous savez pourquoi on ne manifeste pas par rapport à toutes ces choses ?
Mais parce que ça fait 10 ans que ces choses ne sont pas données, madame. Et on croyait que M. Mobutu partait, on allait avoir ces choses. Ça fait 10 ans que nous n'avons ni pain, nous n'avons rien du tout. Donc M. Kabila ou la Kabylie a montré son incapacité à régler ces choses. Merci. Cette émission se termine ici. En rediffusion demain 7h15. La semaine prochaine, on se retrouve pour une autre démonstration de débriefing. Au revoir. Fashion, style, la mode congolaise avec Fanny Mandina. Fanny Mandila, design, styliste et modéliste.